Marseille, 1977. Un camion quitte Naples à l'aube. Il transporte une cargaison. Pas de la farine, pas des légumes. Quelque chose qui vaut plusieurs dizaines de millions de francs. Quelque chose que des dizaines d'hommes attendent à Marseille depuis 3 semaines. Ce camion a du retard. 48 heures de retard. Et quand il arrive enfin au port, les hommes qui le recoivent ne savent pas encore que ce retard vient de signer leur arrêt de mort. Pas tous, pas tout de suite. Mais dans les semaines qui suivent, 18 d'entre eux ne seront plus en vie. 18 hommes pour 48 heures. Il y a des histoires qui paraissent impossibles jusqu'à ce qu'on comprenne qui en est le centre. Et le centre de cette histoire, c'est un homme que Marseille a appelé de plusieurs facons au fil des années. Tani, le Grand, et pour ceux qui le craignaient le plus, simplement Zampa, Gaëtan Zampa, le dernier grand parrain de Marseille. Restez jusqu'à la fin, parce que cette histoire ne se termine pas comme vous le pensez. La mort de ces 18 hommes n'est que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose qui va emporter Zampa lui-même d'une façon que personne n'aurait pu prévoir. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous maintenant. Nous racontons chaque semaine les histoires vraies du crime organisé français, celles que les livres d'histoire n'écrivent pas. Et dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Voici ce qui s'est vraiment passé. Pour comprendre Gaëtan Zampa, il faut d'abord comprendre d'où il vient. Pas seulement géographiquement, mais dans quel monde il est né, dans quel air il respire depuis l'enfance. Il naît le 18 mars 1933 dans le quartier de la Caillole, à Marseille. Son père, Mathieu Zampa, est d'origine napolitaine. Un homme du milieu qui a commencé sous Paul Carbone et François Spirito, les grandes figures du banditisme marseillais des années 30, avant de passer sous les ordres des frères Guérini après la Libération. La Caillole de cette époque, c'est un quartier de vagues migratoires successives. Des Italiens, des Indochinois, des Juifs d'Europe centrale, des Maghrébins. Un melting pot de pauvrette et de solidarité communautaire où les enfants grandissent entre les rues et les histoires des anciens. Et dans cette famille, les histoires des anciens parlent toutes de la même chose. Le milieu. Le petit Gaëtan grandit à l'ombre des Baumettes, la grande prison que l'on construit juste à côté du quartier entre 1933 et 1939. Comme si le destin avait voulu installer les 2 pôles de sa vie future à portée de main dès sa naissance. Il apprend vite, il observe. Il est de petite taille, peu loquace, mais quelque chose dans ses yeux que ceux qui le croisent remarquent immédiatement. Une attention particulière. Une façon de peser les choses avant de réagir. Une intelligence qui ne se montre pas, mais qui ne laisse rien passer. À 16 ans, il commence. Les petits travaux, les courses, la protection de quelques commerçants de quartier, rien de spectaculaire. Mais la manière dont il s'y prend attire l'attention de ceux qui savent regarder. En 1955, il monte à Paris. Ce détail est important. Parce que Zampa n'est pas comme la plupart des truands de sa génération, qui restent dans leur ville, dans leur quartier, dans le territoire qu'ils connaissent. Lui va chercher l'école ailleurs. À Paris, il entre dans la bande des 3 canards, du nom d'un cabaret parisien, et fait ses classes dans le racket des boîtes de nuit à Pigalle. Ce passage parisien le forme d'une façon que Marseille seul n'aurait pas pu lui donner. Il apprend les codes d'un milieu plus large. Il crée des connexions au-delà de la Provence. Il comprend comment fonctionne une organisation qui dépasse les frontières d'une seule ville. Et puis il revient à Marseille. Avec quelque chose en plus, Marcel Francisci, l'empereur des cercles de jeu de l'époque, homme de confiance des grandes familles corses, est impressionné par ce qu'il voit en Zampa. Il lui confie la gestion de salles de jeu clandestines. C'est le premier vrai poste de responsabilité. Zampa s'en acquitte avec une précision qui ne laisse pas de doute sur ce qu'il est capable de faire. Et maintenant, une question s'impose. Parce que sans la réponse à cette question, le reste de l'histoire n'a pas de sens. Qu'est-ce qui rend Zampa différent des dizaines d'autres hommes du milieu marseillais de cette époque? La réponse n'est pas la violence. Dans ce milieu, tout le monde est violent.
La violence n'est pas une caractéristique, c'est une condition de base. Ce qui rend Zampa différent, c'est sa façon de penser l'organisation. Il comprend quelque chose que beaucoup de ses contemporains ne comprennent pas. Le crime organisé n'est pas un acte, c'est une structure. Ça se construit comme une entreprise, qu'elle se gère comme une entreprise et qu'elle tombe comme une entreprise quand la gestion est mauvaise. Avec cette logique, il construit patiemment. Les cabarets, les bordels, les casinos clandestins, le racket sur la côte. Et progressivement, ce qui va devenir le cœur financier de son empire. La drogue, plus précisément, l'héroïne. Et plus précisément encore, la French Connection nouvelle génération. Parce qu'après la destruction du premier réseau au début des années 70, Zampa va contribuer à en reconstruire un autre, pas identique, plus discret, avec les laboratoires en Sicile plutôt qu'en Provence, avec des chimistes corses envoyés à Palerme, avec des connexions directes avec la Cosa Nostra sicilienne. C'est un empire, et comme tous les empires, il repose sur une chose fondamentale, la confiance. La certitude que les accords sont respectés, que les livraisons arrivent, que les engagements sont tenus. Quand ils ne le sont pas, Zampa réagit. Et c'est là que l'histoire de 1977 entre en scène. Mais avant d'arriver à ce soir de 1977 et au camion qui a 48 heures de retard, il faut comprendre dans quel état se trouve l'empire Zampa à cette époque. Parce que Zampa, en 1977, c'est un homme au sommet. Mais un sommet qui commence à être contesté de toutes parts. Et cette fragilité nouvelle va tout changer dans la façon dont il réagit au retard de ce camion. Les années 60 ont été celles de l'ascension. Zampa monte en puissance pendant que les Guerini s'effondrent. L'assassinat d'Antoine Guerini en 1967, puis l'arrestation de ses frères en 1968, laisse un vide immense dans le paysage du crime marseillais. Un vide que Zampa va combler progressivement avec la patience qui le caractérise. À la fin des années 60, il est au centre de tout. La prostitution, les jeux, le racket sur toute la Côte d'Azur. Et le trafic d'héroïne, qui rapporte des sommes que les autres activistes ne pourraient jamais approcher. Son territoire s'étend de Marseille à la Côte d'Azur, de l'Afrique à Naples. Il prélève la dîme, le pizzo, dans les cabarets, les bordels, les casinos clandestins. En échange, il assure la tranquillité des établissements. C'est un contrat, clair, simple, et garanti par la certitude que ceux qui ne paient pas voient leur tranquillité disparaître très rapidement. Ce système fonctionne parce que Zampa est crédible. Il ne fait pas de fausses promesses. Il ne menace pas sans agir. Quand il dit que quelque chose va se passer, quelque chose se passe. Cette cohérence entre les paroles et les actes, dans un milieu où le bluff et l'intimidation vide sont monnaie courante, est sa valeur ajoutée principale. Les hommes qui travaillent avec lui savent exactement à quoi s'en tenir. Et cette clarté, paradoxalement, crée une forme de sécurité. On sait ce qu'on risque, on sait ce qu'on gagne. Les règles sont posées et elles ne changent pas selon l'humeur du jour. C'est ce qui lui permet de construire un réseau de fidèles solides. Des hommes qui restent parce qu'ils font confiance à la logique du système, pas seulement parce qu'ils ont peur des conséquences du départ. Parmi eux, Jackie Imbert, dit le Mat, l'un des lieutenants les plus capables, les plus loyaux, les plus efficaces que Zampa ait jamais eu. Un homme en qui il a une confiance totale. Un homme qui connaît tout, les routes, les noms, les comptes, les secrets. Cette confiance, nous y reviendrons. Mais d'abord, le trafic d'héroïne. Parce que c'est là qu'est la vraie fortune de Zampa, et c'est là que se joue l'histoire centrale de ce récit. La French Connection originale, le ruisseau de laboratoires provençaux qui transformait la morphine turque en héroïne pure avant de l'envoyer vers les États-Unis, a été largement démantèle au début des années 70 par une coopération franco-américaine. Les Américains pressaient depuis des années. L'héroïne qui tuait leurs enfants dans les villes américaines venait de Marseille, et ils en avaient la preuve. Les arrestations de 1972 ont touché des pans entiers du réseau, des chimistes, des transporteurs, des financiers.
Mais elles n'ont pas touché Zampa directement. Et elles n'ont pas détruit la demande. Les Rowan se vendent toujours. Les Américains en ont toujours besoin. Les réseaux de distribution aux États-Unis sont toujours en place. Ce qui manque, c'est la production et l'acheminement. Zampa reconstruit, différemment, avec les laboratoires en Sicile plutôt qu'en Provence, avec des chimistes corses envoyés à Palerme, à Carini, à Trabia, pour travailler avec des partenaires de la Cosa Nostra sicilienne, des laboratoires capables de produire 50 kg d'héroïne pure par semaine. C'est un dispositif plus complexe, plus reparti, plus difficile à saisir d'un seul coup. Et c'est précisément pour ça qu'il est plus solide. Mais il repose sur quelque chose d'essentiel, la fiabilité des routes. La certitude que ce qui part de Sicile arrive à Marseille, que ce qui part de Marseille arrive aux États-Unis, que chaque maillon de la chaîne fait son travail dans les délais convenus. Et c'est là que le camion de Naples entre dans l'histoire. Mais les années 70 apportent les premières guerres. Contre Francis le Belge entre 1972 et 1973. Une guerre de territoire, de suprématie, qui fait plusieurs morts dans les deux camps et qui s'achève sans vainqueur clair. Les deux hommes coexistent, sous tension permanente. Francis van Verberg, dit le Belge, est un adversaire d'une trempe particulière. Né à Marseille en 1946, il a la même ville dans le sang que Zampa. Mais une génération plus jeune, plus brutale dans ses méthodes, moins patient dans sa construction, et avec une ambition qui ne se contente pas de coexister, qui veut dominer. Cette guerre de 1972 à 1973 laisse des traces dans les deux camps. Des hommes morts, des ressources dilapidées, des connexions internationales qui regardent ce conflit avec une inquiétude qu'elles n'expriment pas ouvertement, mais qui se lie dans leur communication plus rare, plus prudente. Zampa sort de cette guerre fatigue, mais toujours debout, toujours au centre du dispositif, toujours reconnu comme le parrain dominant de Marseille. Et puis vient la trahison de Jackie Le Mat en 1977. Jackie Imbert, dit Le Mat, qui était jusque-là l'un des lieutenants les plus fidèles de Zampa, qui connaît donc tous les secrets, toutes les routes, tous les noms, et qui décide de passer de l'autre côte. Cette trahison est peut-être la plus douloureuse de la carrière de Zampa, et la plus dangereuse, parce qu'on ne combat pas un ennemi qui vous connaît de l'intérieur de la même façon qu'on combat un ennemi extérieur. Jackie Le Mat ne se bat pas seulement pour un territoire, il se bat avec des informations, des noms, des routes, des faiblesses que seuls les proches connaissent. Et cette asymétrie dans la connaissance mutuelle change fondamentalement la nature du conflit. Zampa sait qu'il fait face à quelqu'un qui peut le frapper là où CA fait le plus mal. Pas physiquement, opérationnellement, dans le ruisseau, dans les connexions, dans la confiance que les partenaires internationaux ont placée en lui. C'est dans ce contexte de double guerre, contre Francis le Belge d'un côté, contre Jackie Le Mat de l'autre, de pression policière croissante suite au dossier de la French Connection, de ruisseau d'Héroïne en cours de reconstruction en Sicile, que le camion de Naples arrive en retard. 48 heures, 2 jours. Pour un autre homme, ce serait un incident, un délai, quelque chose qu'on gère avec un coup de téléphone et une explication. Pour Zampa en 1977, ce n'est pas un incident, c'est un signal. Parce que dans un empire sous pression, les signaux ont une importance particulière. Un retard de livraison peut vouloir dire beaucoup de choses. Une défaillance ordinaire, un problème logistique banal, un chauffeur malade, une route coupée, une douane plus regardante qu'à l'habitude. Mais qu'à peut aussi vouloir dire que quelqu'un a intercède, que la marchandise a été détournée, que quelqu'un dans la chaîne a pris de l'argent ailleurs, que la loyauté que Zampa pense acheter avec ses paiements n'est plus aussi solide qu'il le croyait. Dans un ruisseau de trafic international d'héroïne, la confiance n'est pas un sentiment, c'est une infrastructure. Chaque maillon de la chaîne dépend du maillon précédent. Si un maillon s'affaiblit, si sa fiabilité diminue même légèrement, toute la chaîne est fragilisée. Et dans un contexte où les ennemis de Zampa cherchent
précisément les faiblesses de son système, une infrastructure de confiance érodée, c'est une porte ouverte. Zampa convoque. Il écoute les explications. Les hommes qui comparaissent devant lui ce jour-là savent exactement dans quelle position ils se trouvent. Ils ont des sueurs froides depuis 48 heures. Ils ont préparé leurs arguments, leur version des faits, les éléments qui montrent que ce retard n'était pas de leur faute, ou du moins pas entièrement de leur faute. Les explications sont raisonnables. Les 48 heures de retard ont une cause précise. Un problème de transport dans la région de Naples, rien de délibère, rien de suspect dans les faits eux-mêmes. Zampa écoute, sans l'interrompre, sans montrer de réaction particulière, avec ce silence qui est l'une de ses armes les plus efficaces. Le silence qui force l'autre à continuer de parler, à en dire plus qu'il n'avait prévu, à combler lui-même le vide avec des détails, des justifications, des excuses qui n'étaient pas demandées, mais qui arrivent quand même parce que le silence de Zampa est insupportable. Et puis, il décide. Ce que vous ne savez pas encore, c'est que la décision de Zampa ne concerne pas seulement les hommes directement responsables du retard. Elle est bien plus large que C1, et c'est là que cette histoire devient quelque chose qu'on n'attendait pas. Les 18 hommes qui vont mourir dans les semaines suivantes ne sont pas tous des négligents, pas tous des traîtres, pas tous des hommes qui ont commis une faute clairement identifiable par un observateur extérieur raisonnable. Certains ont simplement eu le malheur d'être là, d'être associés, d'être dans l'orbite. Zampa ne réagit pas au retard du camion comme à un incident isolé. Il le traite comme le symptôme d'un problème plus profond. Un problème de discipline générale. Un relâchement qui s'installe progressivement dans les rouages de son organisation pendant les mois de guerre contre le Mat et contre le Belge, pendant la période de reconstruction du ressaut sicilien, pendant les moments où son attention était ailleurs et où certains en avaient profité, consciemment ou non, pour se permettre des libertés qu'ils ne se seraient pas permises 2 ans plus tôt. Et sa réponse est une purge. Pas une exécution ciblée sur une faute précise. Une purge qui envoie un message à toute l'organisation d'un seul coup. Le message, tout le monde est regardé, tout le monde est évalué, tout le monde peut être trouve insuffisant. Cette logique, poussée jusqu'à ses conclusions, est quelque chose d'autre que la gestion par la peur ordinaire. C'est de la terreur préventive. On ne punit pas ce qui se passe, on punit ce qui pourrait se passer, qui commence dans les jours qui suivent l'arrivée du camion et qui va s'étaler sur plusieurs semaines, touchant des hommes dans plusieurs villes, plusieurs niveaux de l'organisation, plusieurs cercles de responsabilité. Le premier cercle, c'est celui des directement responsables. Les hommes qui géraient le transport, qui auraient dû anticiper le problème, qui auraient dû communiquer plus tôt. Ceux-là, personne dans l'organisation ne les pleure. La logique de leur sort est compréhensible même pour ceux qui la subissent. Le deuxième cercle, c'est celui de ceux qui savaient et n'ont pas dit, qui ont vu le retard s'accumuler et ont décidé d'attendre plutôt que de remonter l'information. Ceux-là aussi, dans la logique de Zampa, ont commis une faute de jugement, une faute de loyauté. Et puis il y a le troisième cercle, celui que personne dans l'organisation ne comprend vraiment. Des hommes dont le lien avec le retard du camion est indirect, tenu, parfois presque inexistant. Des hommes qui sont dans l'orbite de Zampa depuis des années, qui lui ont rendu des services, qui n'ont jamais trahi ouvertement, mais qui, dans l'esprit de Zampa en 1977, dans ce moment de pression maximale, de guerre sur 2 fronts de reconstruction du ressaut, représentent des vulnérabilités potentielles. Des gens qui en savent trop. Des gens dont la loyauté, même si elle n'a jamais été mise en défaut, n'est pas garantie dans un futur proche qui s'annonce difficile. Et dans la logique d'un homme comme Zampa, une vulnérabilité potentielle est une menace réelle. 18 hommes. Certains comprennent pourquoi on vient les chercher. D'autres meurent sans avoir jamais compris ce qu'ils avaient fait de mal. Dans le milieu marseillais de cette époque, ces semaines ont un nom. On les appelle l'automne rouge. Pas officiellement, pas dans les journaux,
mais dans les conversations à voix basse, dans les caves du Vieux-Port, dans les arrière-salles où les survivants se retrouvent pour compter leurs morts. L'automne rouge. Et voilà la question que personne n'a vraiment répondu. La question qui flotte au-dessus de toute cette histoire depuis des décennies. Est-ce que Zampa a ordonné ces 18 morts parce qu'il avait une raison précise pour chacun d'eux? Ou est-ce que la purge a échappé à son propre architecte? Est-ce que certaines de ces morts ont été décidées par des lieutenants qui ont profité du chaos pour régler des comptes personnels sous le couvert de l'ordre de Zampa? Dans une organisation de cette taille, dans ce moment de tension, avec des intermédiaires qui exécutent des instructions parfois transmises de bouche à oreille et interprétées par des hommes qui ont leurs propres intérêts, la frontière entre l'ordre du patron et l'initiative d'un sous-chef est parfois très fine et impossible à retrouver après coup. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que ces semaines-là on marque un tournant, pas dans le sens où Zampa attendait, parce que la purge a eu un effet qu'il n'avait pas prévu. Dans les réseaux internationaux avec lesquels il travaille, à Naples, en Sicile, à Palerme, la nouvelle de ce qui se passe à Marseille circule, pas les détails, pas les noms, mais l'information centrale. Zampa a tué 18 hommes pour un retard de livraison. Et dans le monde du crime organisé international, même ceux qui respectent la violence comme outil de gestion ont des limites. Même dans la Cosa Nostra, même dans la Camorra napolitaine, il existe un principe implicite. La violence excessive contre ses propres hommes, sans raison clairement identifiable par tous, est un signal de faiblesse, pas de force. Qu'a dit que le chef a peur, que le chef ne contrôle plus par la légitimité, mais seulement par la terreur. Et la terreur pure, sans légitimité, est une fondation qui s'effrite. Des partenaires commencent à prendre leur distance, pas ouvertement, pas avec des déclarations, mais dans la façon dont les communications ralentissent, dans la façon dont certaines propositions restent sans réponse, dans la façon dont des intermédiaires qui étaient disponibles hier sont soudainement difficiles à joindre. L'empire de Zampa continue de fonctionner, il est trop grand, trop bien construit pour s'effondrer d'un coup. Mais quelque chose a changé dans son tissu interne, et puis vient 1978. Le 3 octobre 1978, 3 hommes encagoulés entrent dans le bar du téléphone à Marseille. En quelques minutes, 10 personnes sont mortes, froidement, sans explication apparente. Le bar du téléphone est un caf ordinaire dans un quartier ordinaire. Les 10 personnes tuées ce soir-là ne sont pas pour la plupart des figures du milieu. Sur les 10 victimes, seules 4 sont connues des services de police pour des délits mineurs. Les autres sont des consommateurs, des habitués, des gens qui étaient là par hasard ou par habitude. Le patron lui-même est un simple commerçant. Ce massacre provoque un choc dans toute la ville, pas seulement dans le milieu, dans l'opinion publique, dans la presse nationale, dans les bureaux du maire Gaston Defferre. C'est trop visible, trop brutal, trop impossible à ignorer. 10 morts dans un caf, des innocents parmi eux, en plein Marseille, devant des témoins. La police judiciaire de Marseille, jusqu'ici relativement tolérante envers les guerres internes du milieu, tant que la violence restait entre professionnels, reçoit une instruction claire, trouver qui a fait CA et remonter jusqu'en haut. Malgré tous les efforts des enquêteurs, cette tuerie restera officiellement inexpliquée. Pas la moindre rumeur parmi les indiques, pas la moindre piste solide. Le milieu lui-même semble tétanisé, comme si personne ne savait vraiment ce qui venait de se passer, ou comme si ceux qui le savaient avaient des raisons très sérieuses de ne pas en parler. La pression sur le milieu marseillais change de nature après le bar du téléphone. Plus systématique, plus déterminée, plus politique aussi, parce que quand des innocents meurent dans des bars, les politiques reçoivent des coups de téléphone de leurs électeurs et les électeurs attendent des résultats. Zampa voit cette pression s'intensifier. Il voit aussi que ces guerres internes continuent de consommer des ressources et de l'attention. Et il voit son réseau sicilien subir des coups. En 1980,
2 de ces laboratoires sont découverts en Sicile. À Trabia, un petit laboratoire. À Carini, un plus grand, capable de produire 50 kg d'héroïne par semaine. 3 chimistes corses sont arrêtés, dont André Bousquet, l'un de ses hommes de confiance, envoyé en Sicile avec un parrain de la Cosa Nostra. Ces pertes sont considérables, pas définitives, mais considérables, et puis vient 1981, et tout s'accélère. Le 21 octobre 1981, le juge Pierre Michel est abattu en pleine rue à Marseille par 2 motards, 3 balles, dont une dans la nuque. Pierre Michel n'est pas un juge ordinaire. C'est le magistrat le plus craint du crime organisé marseillais, celui qui instruit les dossiers les plus sensibles, celui qui s'acharne à documenter la ressurgence de la French Connection nouvelle génération, celui dont les méthodes directes, le langage sans deux tours, la connaissance intime du milieu et ses résultats concrets, on commence à faire peur dans des cercles très élèves. Son assassinat provoque un choc national. Un juge d'instruction exécute en plein jour dans une ville francaise par des tireurs professionnels. Ça ne s'est pas vu depuis des décennies. Qu'a dit quelque chose sur le niveau de puissance et d'audace de ceux qui l'ont commandé. Les regards se tournent immédiatement vers Zampa. Trop immédiatement, dira-t-on plus tard, parce que les commanditaires Reels du meurtre du juge Michel ne seront identifiés qu'en 1986, 5 ans après les faits. Et quand ils seront identifiés, le tableau sera plus complexe qu'on ne le pensait. D'autres acteurs, d'autres motivations. Un complot qui implique des gens très différents de Zampa, liés à des réseaux de trafic international et à des structures politiques parallèles. Mais en 1981, Zampa est le suspect principal. Il est surveillé 24 heures sur 24. Il est filé. Et il commet une erreur qui va tout changer. Il s'enfuit en Italie. Dans la logique d'un homme du milieu, cette fuite peut sembler raisonnelle. Prendre de la distance. Laisser passer la tempête. Attendre que les enquêteurs trouvent d'autres pistes. Mais dans la logique des autorités francaises, cette fuite vale aveu. Un homme innocent ne fuit pas. Un homme innocent reste, répond aux questions, montre qu'il n'a rien à cacher. Depuis l'Italie, Zampa est surveillé en permanence. Ses communications sont interceptées. Ses contacts sont surveillés. Son influence sur le milieu marseillais diminue mécaniquement parce qu'il est absent, parce qu'il ne peut pas être là, physiquement, dans les lieux où se prennent les décisions et où se maintient le pouvoir. À son retour en France, il est arrêté en 1983. Et en 1984, dans sa cellule des Baumettes, la prison construite à côté de son quartier d'enfance, celle dont il voyait les murs depuis les rues de la Caillole quand il était enfant, Gaëtan Zampa est retrouvé mort, pendu. Officiellement, c'est un suicide. Il avait 51 ans. Il clamait son innocence dans l'affaire du juge Michel. Et beaucoup, dans le milieu et hors du milieu, n'ont jamais cru à la version officielle. Les circonstances de sa mort n'ont jamais été complètement élucidées. Des questions ont été posées. Des hypothèses ont circulé. Mais aucune réponse définitive n'est venue. Le dernier grand parrain de Marseille meurt comme il a vécu, dans le mystère et la violence. Mais cette fois sans pouvoir choisir ni l'un ni l'autre. Revenons maintenant aux 18 hommes de 1977. Parce qu'il y a une dernière question que cette histoire pose et que personne n'a jamais vraiment répondu. Ces 18 morts ont-ils servi à quelque chose? Dans la logique de Zampa, la réponse devait être oui. Un message envoyé. Une discipline rétablie. Un signal clair que dans son organisation, les retards de livraison ne sont pas des incidents mais des fautes. Et que les fautes ont des conséquences précises et rapides. Mais avec le recul de plusieurs décennies, la réponse semble être non. La purge de 1977 n'a pas renforcé l'empire de Zampa. Elle a commencé à le fragiliser d'une façon que lui-même n'a probablement pas mesurée sur le moment. Elle a envoyé aux partenaires internationaux un signal qu'il n'avait pas voulu envoyer. Dans les réseaux avec lesquels il travaille, à Naples, en Sicile, à Palerme, la nouvelle de ce qui se passe à Marseille circule. Pas les détails.
pas les noms, mais l'information centrale. Zampa tue 18 hommes pour un retard de livraison. Et dans le monde du crime organisé international, même ceux qui respectent la violence comme outil de gestion ont des limites. La violence excessive contre ses propres hommes, sans raison clairement identifiable par tous, est un signal de faiblesse. Pas de force, qu'a dit que le chef a peur, que le chef ne contrôle plus par la légitimité, mais seulement par la terreur. Et la terreur pure, sans légitimité, est une fondation qui s'effrite, parce qu'elle ne crée pas de loyauté, elle crée de l'obéissance sous contrainte. Et l'obéissance sous contrainte cède dès que la contrainte diminue. Des partenaires commencent à prendre leur distance, pas ouvertement, pas avec des déclarations formelles, mais dans la façon dont les communications ralentissent, dans la façon dont des intermédiaires qui étaient disponibles hier sont soudainement difficiles à joindre. Et elle implante dans certains esprits, dans certaines têtes qui gravitaient autour de lui, l'idée que Zampa était devenu imprédictible. Dans une organisation criminelle, l'imprévisibilité du chef n'est pas un avantage. C'est une menace. Pour tout le monde, y compris pour ceux qui lui sont les plus fidèles. Parce qu'un chef imprédictible, c'est un chef dont personne ne peut garantir qu'il ne se retournera pas contre eux demain. Pour un autre retard, pour une autre faute perçue, pour une autre vulnérabilité potentielle que lui seul voit. Et quand les hommes d'une organisation commencent à avoir peur non pas de l'extérieur, mais de leur propre chef, l'organisation commence à se désintégrer de l'intérieur, lentement, sans que personne ne le dise à voix haute, mais de façon irréversible. C'est ce qui se passe, pas immédiatement, pas en un jour. Mais les années qui suivent 1977 ont vu, progressivement, des lieutenants qui prenaient un peu plus de distance, des intermédiaires qui diversifiaient leur loyauté, des hommes qui, en cas de pression policière, calculaient différemment le rapport entre le risque de parler et le risque de se taire. Zampa avait construit son empire sur la certitude qui l'inspirait, la certitude de sa puissance, la certitude de sa protection, la certitude que ceux qui lui étaient fidèles étaient en sécurité. La purge de 1977 a mis une fissure dans cette certitude. Et les fissures, dans ce milieu comme dans les autres, ne se colmatent pas. Elles s'agrandissent, jusqu'à ce que la structure tienne plus. Il reste une question que cette histoire pose et que personne n'a jamais pu répondre définitivement. Pas les enquêteurs, pas les journalistes, pas les historiens du crime organisé. Zampa le savait-il? Savait-il en 1977 que sa purge allait trop loin? Qu'il était en train d'abîmer quelque chose qu'il avait mis des années à construire? Ou était-il convaincu, sincèrement, que c'était la seule réponse possible? Que l'alternative, ne pas réagir, ne pas envoyer ce message brutal, aurait été encore plus destructrice? On ne peut pas répondre à ça. On ne peut pas entrer dans la tête d'un homme mort depuis 40 ans pour en extraire la vérité. Mais on peut regarder ce qu'il a fait ensuite. Et ce qu'il a fait ensuite ne ressemble pas à un homme qui avait compris qu'il avait commis une erreur. Il a continué. Même méthode, même logique, jusqu'à ce que les événements le dépassent complètement. Il y a une dernière chose à dire sur Gaëtan Zampa. Quelque chose que les historiens du crime organisé français ont noté et qui mérite d'être dit clairement. Quelque chose que les biographies et les documentaires sur cette époque mentionnent souvent, mais que le temps a rendu encore plus évident. Zampa était, dans un sens profond, un produit de son époque, et en même temps, un homme qui avait dépassé son époque dans sa façon de penser le crime organisé. Il avait compris quelque chose que beaucoup de ses contemporains marseillais n'avaient pas compris. Que le banditisme à la petite semaine, la violence pour la violence, le territoire contre le territoire, c'est une forme d'organisation qui a ses limites. Que le vrai pouvoir, le pouvoir qui dure, est celui qui ressemble à une entreprise, qui a une structure, des règles, une logique interne cohérente. Cette vision lui avait permis de construire en 20 ans quelque chose qu'on n'avait pas vu à Marseille depuis les Guérini, un empire.
vertical, organise, capable de fonctionner même quand son chef était absent, même quand des problèmes surgissaient dans une partie du système parce que les autres parties continuaient. Mais en 1977, sous la pression des guerres internes et de la reconstruction du réseau, il a perdu de vue la distinction fondamentale qu'il avait mise des années à comprendre. La distinction entre la violence nécessaire et la violence contre-productive. Un chef qui agit par force sait exactement pourquoi chaque acte de violence est nécessaire. Il peut l'expliquer, pas à tout le monde, pas publiquement, mais à ceux qui comptent dans son organisation, ceux qui ont besoin de comprendre pour continuer à fonctionner avec confiance. Et cette logique explicable, même quand elle est brutale, crée de la cohérence. Un chef qui agit par peur, agit pour lui-même, pour réassurer quelque chose en lui qui a commencé à douter. Et ces hommes le sentent, pas toujours consciemment. Ils ne se disent pas « le patron a peur », mais quelque chose dans leur comportement change. Une vigilance nouvelle, une prudence différente, un calcul supplémentaire avant de parler, avant de confier, avant de faire confiance. 18 morts pour 48 heures de retard. Ce chiffre dit quelque chose. Pas seulement sur la violence du milieu marseillais de cette époque, sur la psychologie d'un homme qui, au moment où son empire était le plus grand, avait peut-être commencé à avoir peur de le perdre, et qui a répondu à cette peur de la seule façon qu'il connaissait, en faisant peur à son tour. Et cette peur, plus que n'importe quel ennemi extérieur, plus que Francis le Belge, plus que Jackie le Mat, plus que la police judiciaire, plus que le juge Michel, est ce qui a finalement eu raison de lui. Pas d'un coup, pas d'une seule décision, mais par accumulation, par érosion, par le lent effritement d'une structure que la terreur ne peut pas maintenir indéfiniment. Gaëtan Zampa, le grand, Tani, né le 18 mars 1933 dans le quartier de la Cayolle, à l'ombre de la prison des Baumettes qui se construisait. Mort le 16 août 1984 dans cette même prison. 51 ans. Entre les deux, une vie entière consacrée à construire quelque chose d'immense. Un empire qui s'étendait de Marseille à Naples, de la Côte d'Azur à l'Amérique. Un ruisseau qui avait survécu la destruction de la French Connection originale, la guerre contre les Guérini, la guerre contre Francis le Belge. Et cet empire, il ne l'a pas perdu contre un ennemi extérieur. Il ne l'a pas perdu parce que quelqu'un de plus fort ou de plus intelligent est arrivé et le lui a pris. Il l'a perdu de l'intérieur, commençant par une fissure ouverte en 1977, à cause d'un camion, à cause d'un retard, à cause de 18 hommes qui sont morts pour que personne ne doute jamais de la capacité de Zampa à imposer sa volonté. Le paradoxe de cette histoire, c'est que Zampa a peut-être réussi exactement ce qu'il voulait faire. Personne n'a doute de sa capacité à imposer sa volonté après cet automne 1977. Tout le monde dans le milieu marseillais, tout le monde dans les réseaux internationaux savait exactement de quoi il était capable. Mais avoir raison sur un point ne suffit pas quand on se trompe sur l'essentiel. Et l'essentiel, pour un homme comme Zampa, c'était la durabilité. C'était la construction d'un système qui pouvait survivre aux pressions, aux guerres, aux arrestations. Un système qui repose sur la terreur ne survit pas aux pressions. Parce que la terreur exige une présence constante, une démonstration constante. Et quand la démonstration ne peut plus avoir lieu parce que le chef est en fuite, parce qu'il est en prison, parce qu'il est mort, le système s'effondre. C'est exactement ce qui se passe entre 1983 et 1987, l'arrestation de Zampa, sa mort en prison. Et dans les années qui suivent, une douzaine de ses anciens lieutenants tuent les uns après les autres. Non pas par des ennemis extérieurs, mais par ceux qui voulaient prendre sa place. Par ceux qui avaient attendu leur heure pendant des années en sachant que le système de Zampa reposait sur lui et que le jour où il tomberait, tout serait à reprendre.
Marseille reste une ville où le crime organisé est puissant après Zampa. D'autres parrains prennent la place. Francis le Belge pour un temps, d'autres après lui. La ville continue. Mais l'époque de Zampa, cette période spécifique où un homme seul avait réussi à construire et à maintenir pendant 20 ans un empire de cette envergure, avec cette cohérence, cette structure, cette ambition internationale, ne reviendra pas. Il était le dernier de son espèce. Et si on cherche le moment précis où cela commence à finir, le moment où la trajectoire change de direction sans que personne ne le voit encore clairement, c'est probablement cet automne 1977, quand un camion arrive de Naples avec 48 heures de retard. 18 hommes pour un retard de livraison. C'est le prix que Zampa a fait payer aux autres. La question que l'histoire pose, c'est quel prix il a payé lui-même. Et la réponse, en regardant ce qui se passe dans les 7 ans qui ont suivi, c'est que le prix était exactement le même. 18 fois, et plus encore.